Information pour vous, ne faites pas hier, ni demain, ni après-demain. Touche pas à ça, petit con. Le game design est parfait. Magnifique, un beau masque en plastique. C'est un type de merde, mais on n'avait pas trouvé mieux. On l'a fait, c'est bon. On sait qu'on va pas le réimprimer. Partons vite. C'est complètement fou, mais ça peut pas se vendre au global. On a fait des bouses, mais on nous a échappé probablement des plus grosses. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce volume 2 de la rétrospective Thomas Provost, je suis toujours avec Thomas. Bonjour. On passe en revue tous les jeux que tu as édités, on a dans la première partie commencé en 2004 avec le premier Time's Up, Repos Production, on va finir Repos Production dans cette partie-là, et puis on va aborder les jeux Playpunk, qui est encore un jeune éditeur, mais il y a des choses à dire sur cette aventure éditoriale. Oui, l'éditeur est jeune, les éditeurs sont vieux. On est parti. On s'est quitté en 2013 avec Rampage, avec Concept, des jeux sur lesquels il y avait des choses à dire. On va arriver sur un monument de jeu, mais aussi un succès commercial, puisque c'est Seven Wonders Duel en 2015. On a un peu parlé de la version 2 joueurs de Seven Wonders, qui pour moi était perfectible, toi tu l'aimes bien, mais là il y a vraiment l'idée de repenser le jeu de zéro en fait, et d'associer Antoine Bauza à Bruno Cathala, qui est quand même un maître du jeu à deux. Il faut savoir que dans la première version, Antoine travaillait tout seul. Et donc il nous avait présenté une version avec un autre draft, avec un paquet de cartes au centre de la table, et on changeait comme ça, je ne me souviens plus exactement. Et c'était pas génial, faut bien reconnaître. Mais Antoine est totalement humble et très objectif par rapport à sa création. En tout cas, il essaye de l'être le plus possible. Et donc, c'est vous qui lui commandez un jeu à deux? Non, il vient en travaillant. Je ne saurais plus te dire si on avait parlé. De toute façon, on a dû parler de tout et de rien, enfin de tout sur Seven Wonders. Donc, est-ce que on lui a dit un jour, ce serait bien que tu nous fasses une version à deux, peut-être? Je n'ai pas le souvenir. Il n'y a pas eu une commande. C'est pas comme le Donjon Nullbuck qu'on avait commandé. Et donc, il arrive avec cette version-là. Ça marche pas. Puis, il revient avec une version avec Bruno, et là, il y avait déjà des bonnes idées, mais au niveau du produit, il y avait des problèmes. C'est-à-dire que, de mémoire, il n'y avait pas encore, enfin je suis sûr, il n'y avait pas le draft de merveille. On avait une merveille, et il y avait un système boursier, donc c'était vraiment trop compliqué. Au niveau du matériel, on était sur un jeu qui avait le même matériel que Seven, et donc ça n'allait pas, donc on leur a dit non. Et donc, ils sont repartis un peu fâchés, je crois. Mais nous, on édite des jeux auxquels on croit et auxquels qu'on aime. Et c'est pas, c'est Seven Wonders, donc ça va se vendre quoi qu'on fasse. Voilà, c'était pas l'objectif. On savait que de toute façon, on pouvait vendre une boîte vide, on en aurait vendu. Mais on n'aurait pas vendu 1 million de boîtes. Mais on en aurait vendu, de toute façon, on aurait gagné de l'argent. Donc c'était pas ça notre but, et ça n'a jamais été. Notre but, c'était de faire un vrai jeu dans l'univers de Seven Wonders qui va plaire et qui nous plaît à nous. Etc. Parce que si ça nous plaît, on a la prétention, enfin les faits ont montré que ça se vendait, quoi. Et donc ils ont retravaillé, etc., et puis ils nous ont montré une version 2 de ce prototype-là, et là c'était vraiment bien, directement. Il y avait le draft des merveilles que je trouvais vraiment super chouette, mais qui maintenant a été enlevé dans la version Lord of the Rings, pour de bonnes raisons aussi. Il n'y avait plus les merveilles, le matériel était plus concis, etc., et puis là on a embarqué sur Seven Wonders Duel, et tout le succès qu'il y a eu derrière, quoi. Mais l'objectif, et pourquoi moi j'aimais bien le fait qu'il y ait le draft de duel, etc. au démarrage, que ça soit important, c'est qu'il fallait que l'expérience soit différente. Il fallait que le jeu ne soit pas exactement la même chose. Quand je parlais de Ghost Stories, je parlais de l'exemple du Seigneur des Anneaux coopératif de Knizia. Ici, sur la gestion de la gamme de Seven Wonders, notre exemple c'était Catan. Même si je ne suis pas un fan absolu de Catan, je lui reconnais énormément de qualité. Et le Catan 2 joueurs est totalement différent. Ouais. Il est trop long, il faudrait le refaire complètement parce que c'est une usine à gaz avec le recul. Mais il y avait une vraie proposition, et on était chez soi et pas chez soi en même temps. Et dans Seven Wonders Duel, on est dans le même univers, mais on n'est pas en train de jouer le même jeu. La bonne idée, c'est de transformer le draft fermé en draft ouvert. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'on a gardé les 3 âges, on a gardé le même univers graphique, etc., etc. Et le fait de faire ce petit draft de merveille au démarrage, aussi, ça change, quoi. Là, on est plus un empire qui possède des merveilles, on n'est pas juste une merveille avec son empire. Donc ça, je pense que narrativement, c'était des choses qui étaient fortes. Ça lançait le jeu dans un truc un peu plus gamer, parce que notre but était quand même de faire public à un public un peu plus gamer, etc.
parce que de toute façon, les jeux à deux, en général, c'est souvent... Ça peut être vite un peu plus gamer, etc. à l'époque. Oui, à l'époque, maintenant, Voilà. ça s'est un peu Maintenant, plus ça s'est développé. un peu développé. Et d'ailleurs, Duel, c'est devenu un truc tarte à la crème. Hein. Chaque jeu a sa version Duel, mais c'est un peu Seven Wonders Duel qui a lancé cette mode. Tout à fait, ouais. Sachant que, pour être tout à fait honnête, la première vraie grosse gamme de jeux à deux, c'est Cosmos. Avec les cités perdues, etc. Ils avaient le format de Duel, c'est vraiment les boîtes de Cosmos plus grosses, parce qu'il y a plus de matériel, etc. Et cette gamme de jeux à deux n'a pas duré dans le temps, et Seven, quand il est arrivé, il n'y avait plus de marché identifié à deux, il y avait encore des jeux à deux qui se vendaient, les cités perdues a toujours continué de se vendre, Knizia, c'est un excellent jeu de Knizia, mais ça a remarqué le coup, en disant, en fait, il y a moyen de faire de l'argent avec du jeu à deux, c'est vraiment un truc à potentiel, et maintenant, il y a vraiment des acheteurs de jeux à deux, il y a une gamme de jeux à deux qui est vraiment étendue. J'ai la faiblesse de croire, en effet, que Duel a vraiment marqué le coup à ce niveau-là, quoi. Mais on n'est pas les inventeurs du format de la boîte, on n'est pas les inventeurs... Enfin, c'était vraiment fait avant. Descartes, à l'époque, avait fait les Blue Games. Ouais, tout à fait. Qui ne sont pas restés non plus. Mais il y avait déjà eu une première tentative de jeu à deux qui n'avait pas été couronné de succès à l'époque. Et maintenant, c'est tarte à la crème de faire un jeu à deux. Et en 2025, il y a 100 000 jeux à deux. Ça démarre très fort aussi dès le début. Duel... Oui, ça démarre très très fort. D'entrée de jeu, on était déjà dans des métriques qui étaient... Là, je disais, pour Seven, c'était 17 000 boîtes. Je pense que Duel, c'était 50 000 le premier tirage. Donc c'était déjà des volumes ultra gros, parce qu'on sentait quand même bien que c'était déjà méga bien. Et la force de frappe de Repos Productions, de la marque Seven Wonders, de notre partenariat avec Asmodée, faisait que le jeu est sorti directement dans plein de langues, au moins plus que 15. Alors ensuite 2 extensions. Ouais, ça n'a pas arrêté, quoi. Ça a été vraiment un super gros succès. Et je pense, il faudrait demander à Antoine, qu'il y a plus de Seven Wonders Duel qui ont été vendus que de Seven, je pense. Ah ouais. En fait, Duel a moins vieilli que Seven, j'ai l'impression. Il est un peu plus moderne maintenant. C'est-à-dire que Seven, ça reste un excellent jeu de draft, etc. Mais finalement, la règle, quand tu l'expliques, est un petit peu... un peu plus compliqué. Ouais, c'est achat de ressources et c'est tout plus ça. dur. Là, à Duel, tout est visible, donc là, c'est plus facile d'introduire des joueurs, alors que quand tes cartes sont cachées, enfin, voilà. Maintenant, c'est Antoine qui pourra mieux répondre que ça, mais je pense qu'en tout cas, ils se sont rapprochés ou il a dépassé. C'est vrai que je vois plus grand monde jouer à Seven Wonders tout court, et Non. Duel a vraiment le vent en poupe, avec encore la nouvelle version Seigneur des Anneaux, etc. Et... Le Covid a dû aider aussi, probablement que les ventes du Covid, tous les couples du monde ont décidé de jouer des jeux plutôt que de divorcer, donc ils ont dû acheter des caisses. Et by the way, là je tire un chapeau à l'équipe de Repos et à Antoine et Bruno, la version Seigneur des Anneaux, elle est vraiment bien pensée. C'est-à-dire que les trucs qui étaient trop importants ou trop gamers qui étaient dans Seven Wonders, ils les ont enlevés. Ils ont lissé les règles. Etc. C'est pas une V2, c'est un vrai jeu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est discret, mais la licence est quand même là. Il y a quand même des choses qui sont proches, etc. Donc je trouve que c'est... J'aurais pas fait comme ça dans tous les détails, mais je trouve que c'est du bel ouvrage. Et il y a eu des vraies questions qui sont posées et des vrais choix qui ont été faits, quoi. Parce que simplifier, enlever le draft, moi j'étais pas là dans les décisions, mais ça aurait été lourd de réflexion, quoi, de se dire, on enlève le draft, on va les prendre durant la partie. Enfin, il y a des choses fortes qui ont été amenées, quoi, qui sont bien, moi je trouve. Quel œil tu as sur les sorties de Repos Prod, en fait? Maintenant, tu les vois comme un joueur lambda ou je le vois comme comme un de mes enfants qui aurait quitté la maison, quoi. Donc ça, je suis très heureux de voir comment ça a évolué. Ils sont plantés sur plein de trucs, ils ont fait des excellents choix aussi, ils ont fait des excellents jeux, donc ça c'est très bien, et c'est normal. Une des questions clés quand on revend une boîte, c'est de savoir quand on est prêt à la revendre, et moi j'étais complètement prêt à la revendre, donc je n'ai aucune... J'étais content, c'était une histoire qui s'est clos, et qui a continué sans nous, et qui a chouettement continué. Je sais pas si je suis plus dur même avec ce jeu-là, mais il y a toujours un peu plus d'amour quand même, ça reste des jeux que j'aime bien, je connais encore pas mal de gens de l'équipe, etc. Et donc je suis très content pour For Crown par exemple, qui est vraiment un chouette jeu, un bon petit jeu d'enculé, etc., etc. Je suivrai le studio jusqu'à la fin des... Tant qu'il sera là, je regarderai avec l'œil du lynx. Ok, on passe en 2016, retour au jeu d'ambiance, mine de rien, ça faisait un bout de temps que vous en aviez plus fait, avec When I Dream, un jeu assez original. C'est une localisation d'un jeu américain? Un jeu grec. Un jeu grec, ok. Oui. Chris Darsaklis est grec, et c'était déjà édité par Drolab, qui font des jeux un peu obscurs, et qui font des trucs de figurines, des tours à dés, des choses comme ça, ils font un peu de tout dans le monde du jeu. C'était une plus petite boîte,
il n'y avait pas le lit. C'était juste des cartes. C'est un jeu de devinette, mais qui a la particularité d'avoir des rôles asymétriques. Ouais, donc il y a un dormeur qui met un masque de nuit, hein, c'est ça, il y a ça dans la boîte, ouais. On va montrer magnifique. Un beau masque de nuit en plastique. Il y a les bonnes fées, c'est ça, qui essayent de le mettre sur la voie, et puis il y a les cauchemars. Le croque-mitaine. Ouais, qui essayent justement de lui dire de la merde, de pas du tout le mettre sur la bonne voie, sur les mots qu'il y a à deviner. Et puis, il y a un marchand de sable qui, lui, veut que ça soit équilibré. Qu'il y ait autant de bons mots, qui ont été bien trouvés que mal trouvés. Ouais. Sur le papier, ça marche pas du tout. Et quand il joue, ça fonctionne, je trouve. Tout à fait. C'est aussi un jeu improbable dans la mesure où, on a évoqué dans la vidéo précédente, les jeux compliqués à jouer, c'est un jeu compliqué à jouer. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient aware, qu'ils soient réveillés, que le dormeur soit vraiment efficace parce qu'il va entendre plein de mots, plein de trucs, etc. À la fin, il doit raconter son rêve en redisant les mots qui sont justes. Il y a un truc... Ouais, c'était assez improbable au final, mais on trouvait que le jeu était assez fort et que l'ambiance qu'il créait était vraiment, vraiment chouette. Et donc, ce qu'on a fait, nous, on a travaillé dessus parce que le jeu marchait, on n'a pas changé la mécanique. Mais il y a une scénographie. Il y avait une scénographie qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas le lit, les termes n'étaient pas ceux-là, donc de fées, croque-mitaine et marchand de sable, c'était pas ceux-là, donc ça marchait pas avec les thèmes originaux, donc on a travaillé pour essayer d'avoir un truc cohérent, quoi. Fée, c'est gentil, marchand de sable, comme si c'était la balance de la justice, et donc il devait équilibrer les choses, etc. Donc il y a eu du travail, et puis il y avait cette idée de lit en 3D qui permettait de faire un sabot de cartes, parce qu'il fallait quand même un truc, mais il fallait pas qu'on voit les deux mots, enfin c'était de l'ingénierie, c'était assez rigolo, on s'est bien amusé à le faire, je pense que le jeu est vite tombé, là, ils ont dû faire 150 000 exemplaires et puis c'était mort, quoi. Il faudrait que j'y rejoue, mais j'avais bien aimé... De mémoire, ça marche bien, le système de points fonctionne, ce qui est assez rare dans un jeu d'ambiance. Ouais. C'est un jeu d'ambiance qui arrive à quand même vraiment avoir un enjeu avec les points de victoire, parce que tu as cet objectif lié à ton rôle et tu veux vraiment qu'il se traduise en termes de points, qu'il se concrétise, et l'expérience d'être un joueur avec les yeux fermés et d'entendre des gens qui te disent des trucs dans tous les sens très opposés, tu te dis ok, et tu identifies les voix, tu dis ok, cette voix-là elle me dit de la merde, et il y a un truc vraiment qui se passe, je trouve, mais sur le papier tu te dis ça va être une usine à gaz, ça ne va pas marcher, je trouve. Oui, je suis d'accord, mais de nouveau, quand on est éditeur, on tombe amoureux d'un jeu, on le porte le plus haut possible, et après c'est le public qui choisit. Ici, on avait la force avec Repos de pouvoir se faire plaisir et de pouvoir vraiment prendre des risques éditoriaux. On n'a pas pris tous les risques possibles, on parlera des jeux qu'on a arrêtés, etc. Mais celui-ci, du début à la fin, il nous plaisait. On était quand même conscient que ça serait pas non plus... que c'était quand même de l'ovni, quoi. Oui, ça allait pas être un succès. Voilà, ça pouvait pas être un succès parce que c'est trop exigeant, en fait. C'est compliqué. Et moi, je me souviens qu'il y a des parties où le mec, le rêveur, il comprend rien, quoi. Oui. Et donc, il n'y a rien qui se passe, il n'arrive pas à raconter son rêve à la fin. Enfin, donc, ça peut être... c'est compliqué. Tu peux mal le vivre. Ouais, mais c'était chouette, et un éditeur, et de nouveau on revient à un metteur en jeu, on n'est pas là que pour faire des blockbusters. On est là pour faire des blockbusters aussi, parce d'ailleurs on aimerait bien en faire tout le temps, mais voilà, mais on est aussi là pour faire des films plus underground, plus indépendants, qui méritent d'être édités, parce que c'est un chouette jeu, comme Rampage, qui sont des trucs qui marquent le coup. Mais il ne faut pas se tromper, il faut être raisonnable et se dire quand même que ce n'est pas ça qui va nous faire vivre, et que ça ne va pas rester des milliards d'années, mais je trouve que ça devait avoir le mérite d'exister. Et c'est différent, c'est pas le Xème jeu de placement, le Xème jeu de deck building, je ne dis pas que ceux-là doivent exister, je dis qu'un truc qui est vraiment différent, avec des rôles cachés, avec cette expérience-là, c'était suffisamment différent que pour tenter le coup. Et tenter le coup, c'est plus que ça, hein, ça a été rentable, etc. On avait fait d'ailleurs un super lancement avec un ballon qu'on avait envoyé. On avait envoyé le jeu dans la stratosphère. Il y avait un lit géant à Essen aussi. Il y avait un lit. Il y avait des animations avec des lits, des gens dans des lits. Dans un lit. Tout à fait, ouais. Ça te paraît bizarre quand je le dis comme ça. Mais... Et ça marque le coup, et ce lit était assez emblématique, il n'y avait pas eu un truc avec le lit. Enfin, il y a quand même tout un imaginaire porté, le rêve, c'est quand même très évocatif, etc. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque, il y avait un jeu Dreams d'Olivier Grégoire, je pense, qui est sorti. Qui n'était pas bien.
Peut-être, ça c'est pas ma question. Moi, j'aimais bien le titre en fait, parce que When I Dream, c'est un type de merde, mais on n'avait pas trouvé mieux. Ouais. Enfin, ça veut pas dire que c'est un type de merde, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux. Donc, j'aurais préféré trouver mieux. Dreams aurait été bien meilleur, plus simple, plus Oui, efficace. sorti vraiment au même moment, voilà. ouais. Et donc, on n'a pas appelé Dreams. Ouais, Dreams, c'est une espèce de Dixit semi-coopératif où tu mets des étoiles sur une constellation pour... Ça va pas. Ouais, mais pourtant, c'était un bon titre. Donc, je vois bien le titre. 2016 toujours, un jeu compliqué. On parlait des mises en scène, des jeux grandeur nature, etc. Je me rappelle, à je ne sais plus quel salon, avoir vu une table d'opération façon Dr Maboul pour nous vendre Dr Panic. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu de Roberto Fraga, non? Exactement. Qui est un auteur complètement frappadingue, qui a toujours des concepts très fous, mais qui font pas toujours des bons jeux, ou en tout cas sur la durée, ça s'essouffle parfois un peu. C'est un jeu où, si Cédric était dans la boîte, on en aurait vendu des millions, mais mon éditeur n'est pas dans la boîte, et donc c'est un jeu très gai une fois, comme la série de Cyrano Tadam etc. C'est un jeu que je suis fier d'avoir édité. On l'a fait par amitié pour Roberto, parce que le jeu était vraiment rigolo, mais c'était vraiment improbable. Et on a vraiment fait un tirage, une sortie technique, on va dire. C'est-à-dire pour dire, on l'a fait, c'est bon, on sait qu'on va pas le réimprimer, partons vite. Mais le jeu en lui-même, il est what the fuck. L'idée de refaire une opération en live, etc., elle était géniale. Mais ça fait un boucan dingue. Ça demande de la préparation, enfin pas de la préparation, mais ça demande de vider tout. Enfin, c'est complètement fou, mais ça peut pas se vendre au global. Puis les gens, ils pensent à Dr Maboul. Oui, et ça, c'était très étonnant. On pensait que ça nous servirait, et ça nous a complètement desservi. Bah ouais, c'est pas un très bon jeu moderne en tout cas, tu vois, c'est un truc qui parle, mais... Oui, mais si tu vends 1% des ventes de Dr Maboul, t'en vends beaucoup. Et donc, voilà, et c'était pas le... En plus, tu vois, point de vue packaging, en fait, comme il y a un seul jeu sur la médecine, tout le monde y pense. Mais le jeu n'a rien à voir du tout avec Dr Maboul, c'est vraiment un truc complètement, pour le coup, Maboul, parce qu'on fait vraiment tout et n'importe quoi en même temps, on crie, on court dans tous les sens, etc. La version évoluée, c'est Captain Sonar. Captain Sonar, qui est lui plus un vrai jeu, mais qui est aussi quand même un événement ludique, et donc il ne peut pas marcher sur le long terme dans les ventes, quoi. Mais si, je pense qu'il était un peu trop what the fuck. Je suis content, et Roberto a bien répondu à la demande, qui était de faire une salle d'opération, enfin simuler ça avec truc, sachant qu'on est passé par des moments où il y avait un traître et tout. Enfin, j'ai dit non Roberto, il n'y a pas de traître dans les salles d'opération, il faut garder le bon sens, il n'y a pas de traître, donc il n'y a pas... Enfin, voilà, donc Roberto il est créatif, mais donc typiquement il faut que l'éditeur... Faut le canaliser. Faut le canaliser, sinon il y aurait eu trop de trucs dans la boîte, et il est sous-entendu dans mon discours, mais chez Repos, quand on a revendu la boîte, on a dû faire l'inventaire de tous les contrats éditoriaux. Et donc, des contrats qui marchent, qui sont en vie, et dont la licence est opérationnelle, et tous ceux qui ont été arrêtés. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait arrêté énormément, et en fait, c'est une bonne chose, parce que c'est frustrant pour les auteurs, j'entends, mais ça sert à rien d'éditer son jeu si, on n'y croit plus, si on n'a pas assez... Si on a travaillé, il y a des jeux qu'on a travaillé super longtemps, on avait travaillé longtemps sur un jeu de mousquetaires, fait à la base par des Italiens, et ça ne marchait pas. Et on avait un truc qui fonctionnait, globalement. Mais c'était pas un bon jeu, quoi. On savait qu'on n'allait pas aller plus loin. Et donc, on les a arrêtés. Et je crois qu'on a bien arrêté 10-15 jeux. Donc ça faisait un jeu par an, quoi, globalement. Au minimum, ça devait même... Quand tu dis arrêter, c'est on fait plus de retirage. Non. On a signé un contrat d'édition. Ah oui. Et on l'arrête. Non. Ah oui, c'est vraiment... On a signé un jeu... On remet le jeu dans la nature. On remet le jeu dans la nature, on rend les droits aux auteurs. La chose sur laquelle on peut être critiqué, évidemment, c'est le délai qu'on a mis pour le faire. C'est sûr qu'il y a des jeux qu'on a attendu trop longtemps avant de rendre aux auteurs, parce qu'on était une petite boîte pas structurée, etc., ou pas assez structurée. Mais dans le fond, il faut, je pense que dans sa démarche éditoriale, on doit être le plus neutre possible par rapport à notre création, notre création, j'entends par le travail qu'on amène sur le jeu, etc. Et si on n'y croit plus à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté de se le dire. Et c'est pas simple, et pour ça, il faut travailler avec des externes, montrer le jeu, le montrer aux distributeurs, le montrer à des joueurs qu'on ne connaît pas, le montrer à des amis, etc. Tenir les balles, parce que je me souviens, par exemple, qu'il y a des gens qui, quand j'aurais fait jouer à Just One, je citais ma femme, qui m'a dit « Ouais, Just One, c'est rigolo, quoi. » Je dis « Ouais, c'est rigolo, mais c'est pas mal quand même. » et voilà, et donc, si on écoute tous les avis et qu'on n'a pas une idée forte et une vision sur son produit, on va arrêter tous les jeux. Parce qu'à un moment donné, il y a une partie qui foire, et c'est pas parce qu'il y a une partie qui foire qu'il faut tout arrêter.
Mais quand il y a 2-3 parties qui foirent, quand, Il y a des quand le signes, truc, il comme y a ça. des signes qu'il faut quand même entendre. On a fait des bouses, mais on nous a échappé probablement des plus grosses. Et je pense que c'est essentiel, parce qu'il y a déjà trop de jeux sur le marché, trop de jeux qui sont les mêmes, trop de jeux qui ne sont pas finalisés, qui ne sont pas édités. C'est-à-dire qu'il y a il y a des jeux qui sont... L'auteur a fait son travail, enfin, a commencé son travail, qui s'est arrêté à la signature, alors que ça ne s'arrête pas à la signature. Il faut travailler avec l'auteur pour que le jeu soit meilleur, plus efficace, enfin, il y a plein de choses à enlever, il y a toujours du gras. Et puis, il y a des éditeurs qui juste mettent des graphismes et qui envoient en prod, quoi. Ça, faut pas faire. Il faut vraiment retravailler le jeu, se poser les bonnes questions. Et si durant ce cheminement-là, ça ne marche pas, il faut arrêter, quoi. Il faut couper. C'est mieux pour le marché, c'est mieux pour l'auteur, même si je vais expliquer pourquoi c'est mieux pour l'auteur, et c'est bien mieux pour la boîte. Parce qu'une boîte, elle vend un jeu par sa notoriété à ses premiers acheteurs. Repos vendait d'abord à tous ses fans, on va dire. Et les premiers fans, c'était les boutiques qui avaient confiance en nous, qui se disent, ah, c'est un jeu Repos. En général, ils font des bons trucs. On va en prendre plus. Je vais pas en prendre 3, je vais en prendre 12, etc., etc. Et nous, on a toujours fait notre métier du plus honnêtement possible. Donc, quand je dis Docteur Panique, on se dit, on va le faire. Plein de gens, il y avait plein de signaux en interne dans les distributeurs qu'il fallait faire foncer. Hein. Nous, on a dit, on va y aller calmement. Calmement. La France nous demandait 12 000 boîtes, on en a fait 3 000. Hein. Donc, parce qu'on est dans des pauvres enfin, donc c'est parfois on se fait surprendre, enfin on n'a pas toujours les mêmes retours, donc c'est pas si simple. On a toujours promis, en tout cas notre promesse c'est toujours, j'espère que vous allez en vendre, et normalement on a tout fait pour que vous en vendiez. Là où je reviens auprès des auteurs, si votre jeu n'est pas fait, c'est peut-être pas plus mal en fait, parce que c'est quand même une de vos cartes de visite en fait. Et si votre jeu est pas bien, c'est pas toujours que la faute de l'auteur, quoi. Il y a des jeux qui sont sacrifiés par l'éditeur, parce qu'il a fait des mauvais choix, il a pas mal travaillé, il a peut-être fait le mauvais truc, etc. Il a raté la prod, il y a des gens qui sont ratés par la faute. Puis il y avoir plein de raisons pour lesquelles un jeu est raté. La part de l'auteur est essentielle dans le jeu. Hein. C'est pas l'édition qui fait le jeu, hein. C'est quand même le jeu en lui-même, mais la façon de le mettre, la façon de le packager, la façon de l'éditer, la façon de l'améliorer, de le simplifier, etc. fait que le jeu va avoir un succès d'estime ou un gros succès. Typiquement, Seven, quand on l'a signé, c'était un jeu éditable. À l'instant où on avait signé, le jeu était suffisamment bon et il aurait fonctionné. C'est sûr. Je pense pas qu'il aurait vendu plus d'1 million de boîtes ou 2 millions de boîtes maintenant. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est le fluidifier, c'est rendre l'expérience meilleure, qui était déjà excellente, mais encore meilleure, etc. etc. Et c'est là que les gens vont aller chercher du succès, c'est là que les gens, à mon avis, vont aller chercher du volume. Parce que dans tous les jeux qui sont derrière, ils sont sympas, il y en a plein de sympas. Mais c'est pas les jeux sympas que les gens achètent, ils achètent des jeux qui sont vraiment excellents, dans lesquels ils ont du plaisir, qui peuvent reprendre facilement en main, etc. Et c'est ces jeux-là que les gens doivent faire. Et c'est ça que le vrai métier d'éditeur, c'est pas juste mettre des images, c'est s'assurer que le proto qu'on a eu devient un vrai produit facilement à mettre en place, au prix psychologique que les gens veulent mettre, avec le matériel qui va tenir, avec le matériel qui est agréable, etc. etc. Enfin, c'est multifactoriel, comme on le disait, et il faut travailler sur tous les facteurs. Et c'est compliqué, on va pas toujours réussir. Parce que je donne l'impression d'avoir la recette. C'est simple, que c'est simple. C'est compliqué, et on est en virgule flottante avec là où il n'y a pas de réponse. On doit faire des choix, est-ce que ceci c'est mieux que ça? C'est compliqué. Alors en 2017, un jeu sur lequel on va être assez rapide, c'est Secrets de Bruno Feduti et Eric Lang, qui s'inscrit un peu dans la lignée de Masquerade, mais qui est un peu plus, un peu moins clean, un peu plus compliqué, un peu plus alambiqué dans ses équipes, etc. Alors l'idée, c'est que j'ai un rêve de jeu d'équipe depuis toujours, et là on avait une idée, une chouette proposition sur un jeu d'équipe. Et voilà, ça reste un chouette jeu, c'était trop compliqué, c'est une des plus belles couves qu'on ait fait chez Repos, ouais. mais voilà, c'était beaucoup moins fort que Masquerade. Par contre, en 2018, on a un jeu sur lequel il y a des choses à dire en termes d'édition, c'est Just One, parce que ça vient d'un jeu qui s'appelle We Are the World, mais qui était beaucoup plus confidentiel, de Ludovic Roudy et Bruno Sauter, qui ont fait Seven Continent, Seven Citadel, donc ils ont fait des phénomènes Kickstarter, puis ils avaient ce petit jeu d'ambiance, auquel quasiment personne n'a joué. Et puis c'est votre équipe qui le repère, vous flairez qu'il y a un potentiel, mais il y a énormément de choses à changer en termes de mise en boîte, de mise en jeu. L'édition avait été pas réfléchie en fait. Et donc là, nous, avant d'avoir les droits, on a d'abord... on n'était pas sûr d'aller les avoir, donc on a fait une énorme avance aux auteurs, on leur donnait globalement les droits pour 50 000 boîtes, en leur disant, ben voilà, nous on y croit à fond. Il y a du travail, mais le jeu a vraiment un chouette potentiel, donc voici...
de l'argent. On n'était pas les seuls. Il y avait d'autres, je pense qu'il y avait une partie de l'équipe d'Asmodée, etc. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont choisis, nous. Pas parce qu'on était les plus beaux et les plus forts, probablement parce qu'on avait fait la meilleure offre commerciale. Et il est assez logique de se dire que les mecs qui ont mis de l'argent sur la table vont essayer de le récupérer, donc vont faire le plus gros effort. Mais c'est pas parce que tu fais les efforts que tu vas faire du bon travail. Mais au moins t'y crois. Et t'y crois, voilà. Et donc sur Just One, le game design n'a pas tellement changé. On a vraiment retravaillé, on a simplifié les règles, clarifié des choses, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, donc l'idée de quelqu'un doit deviner quelque chose, tous les autres joueurs doivent donner des indices, et il ne peut y avoir qu'un seul indice identique. Donc ça crée des confusions, ça crée des choses. Donc si on a un commun, on les efface. Si on a des indices en commun, on les efface. Donc ça n'a pas changé. Sur quoi on devait travailler, c'était vraiment l'édito. Là, dans le jeu de base, c'était des plaquettes où il fallait écrire, il fallait tenir, avec des stifs qui ne marchaient pas bien, c'était des mauvaises prod, etc. Donc ça, on a réfléchi, puis on est arrivé à ces chevalets qui permettaient, de libérer les mains et d'être dans le plaisir, on peut faire autre chose, et deux, permettaient de mettre la carte. Comme ça, en même temps, les trucs avaient les deux fonctions. Quand c'est ton tour de deviner, t'as rien dans les mains, la carte est devant toi, ça indique que tu es la personne qui va deviner. Tu ne la vois pas, les autres voient ton mot. Enfin, ça a mis globalement 1 an de la signature à la sortie, donc c'était quand même assez rapide, parce que les chantiers étaient très clairs. Touche pas à ça, petit con, le game design est parfait, clarifie-le, purifie-le, change la règle, écris la règle mieux, vérifie le système de fin et de calcul de points de victoire, parce qu'en fait il est pas mal, hein. T'as tes 13 cartes, quand tu te plantes, quand tu passes, c'est bien. pas moins 1. Tu punis le groupe, etc. Si donc c'est une petite prise de risque, etc. C'est suffisant. C'est ce que j'aurais aimé trouver pour concept, qu'on n'a pas trouvé. Donc mais dans le concept, c'est vraiment moins nécessaire encore. Mais là, il y a un vrai système de scoring qui marche complètement et qui met un peu de challenge sur le groupe. On a envie de rejouer, faire un peu plus, etc. Ça, c'était le premier chance. Ouais, l'idée du chevalet, l'idée du chevalet. Tu peux écrire dessus également. L'autre, c'était qu'on les a fait en plastique, parce qu'on voulait pas que le carton, on l'avait déjà fait dans ta dame, le carton sur le chevalet, c'est de la merde, donc on voulait un truc plastique. Comme ça, ça s'efface, tu le mets au lave-vaisselle, tu es en vie, tu peux garder ton matos nickel ad vitam aeternam. L'autre chantier qui était important, c'était le titre. Parce que We Are The World, faut déjà pas faire des jeux de mots dans les titres, ça faut jamais faire des jeux de mots dans les titres. Information pour vous, ne faites pas hier, ni demain, ni après-demain, c'est toujours nul. Ça marche pas, ça fait rire en interne, mais je crois pas qu'il y ait un truc qui a marché avec un jeu de mots. Il fallait trouver quelque chose, c'est l'équipe marketing, je pense que c'est Géraldine, entre autres, qui avait trouvé ça. Et moi, j'avais pas du tout aimé, je fais mon mea culpa, je trouvais ça nul, j'avais l'impression que c'était une marque de chaussures. Mais au final, c'était le très bon titre, puisque ça explique la seule règle, donc ça c'était génial. Et il y a eu un gros travail, mais ça de nouveau c'est de l'édito et du graphisme, sur comment mettre en image un truc qui est abstrait, qui est juste du fun. Avec juste des mots sur les cartes. Juste des mots, etc. Et au final, c'est très bien. Sachant que cette couve, elle a changé plusieurs fois. On a fait blanche, et on nous a dit qu'il ne faut pas faire blanche. Donc là, c'est la couve rapide qui est jaune, mais je crois qu'ils vont retravailler vers le blanc. La couve américaine, elle est différente. On voit les plaquettes en bas, ils voient des mots. Donc je trouve qu'elle est plus forte, elle est plus mass market. Mais déjà à l'époque avec Repos, on n'avait pas le potentiel et la volonté de faire du mass market directement. C'est-à-dire qu'on a des jeux qui sont rentrés dans le mass market, Time's Up en fait uniquement. Just One devrait un jour peut-être y aller, mais c'est pas si simple. Et en tout cas, les produits montaient en puissance et changeaient de secteur de distribution en fonction de leur qualité, quoi. Mais pas en se disant yeah, c'est de la balle, on va mettre 50 000 euros, enfin 300 000 euros en pub télé, et on va en vendre chez Carrefour. Non, ça c'était pas du tout notre ADN. Il a gagné le Spiel en 2019. Ouais. Vous y croyez, ça? Vous osiez y croire? Dès que c'est sorti sous cette version-là, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça va gagner le Spiel. Rexou avait pronostiqué, et Madame Irma Rexou avait pronostiqué que ça allait gagner. J'avoue que je sais même plus qui était en face. Si, il y avait le jeu de Rainer Knizia, il y avait Lama. C'était vraiment une évidence. Par contre, c'était un choix très original du jury du Spiel de faire gagner un party game, en fait. Je pense que c'est il y avait Werewolves aussi. Ah oui, un bon plagiat, dont le jury n'a pas fait amende honorable d'ailleurs, mais enfin, clairement, il y a vraiment un vrai problème de droit intellectuel et de vol de propriété. Et donc ils ont fait ils ont certainement pas fait gagner. Face à ces trois-là, on se disait, c'est assez évident. Pas beaucoup de concurrence. Oui, mais c'est presque le premier party game complet. Nominé au Spiel, parce qu'après ça, il y a Villa Paletti, qui est un jeu de dextérité, mais un vrai jeu de communication au Spiel. Il y a eu Dixit, mais entre Dixit et Just One, c'est quand même pas la même chose. Il y en a qui est plus dans la poésie, du jeu de mots. Ici, c'est vraiment un truc de fun, de bon temps, etc., quoi. Une chouette histoire, quoi. Très, très clairement.
Et un truc où tout a roulé, quoi. La machine de guerre RepoProd fonctionnait, quoi. On a eu le projet, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Bah, c'est un exemple qui est parfait pour montrer l'importance de l'édition, quoi. Ouais. Et comment, tu le disais, un même jeu, un même set de règles peut être fait de plein de façons différentes, et vous avez travaillé, vous avez eu le recul que n'avaient peut-être pas, probablement pas les auteurs à la base. Est-ce que c'est vexant pour eux? Est-ce que c'est valorisant de voir... Non, ils en ont rien à foutre, honnêtement, je pense. Ils étaient conscients que c'était pas leur métier. Ludo et Bruno, c'est vraiment des gros gamers, ils font un travail éditorial incroyable, etc. Mais le party game, c'était pas leur cam. Je crois qu'ils n'osaient pas non plus, ils ont peut-être pas aussi osé investir autant, et ils n'avaient pas cet ADN-là, en fait. Ils avaient un ADN de gamer, et chez Repo, on avait l'ADN de tout, en fait. On avait l'ADN de jeux experts, on n'a pas fait de jeux experts, mais des jeux quand même bien initiés, de passionnés de jeu, etc. Et donc on est capable de faire de tout. Et on avait une super aura en termes de party game, donc je pense que c'était quand même le bon choix. Et ils savaient qu'on allait bien le travailler, quoi, non. Alors, le dernier jeu sur lequel tu travailles vraiment en interne chez Repo, c'est Last Bastion. Ouais, on en a parlé dans le premier volume, puisque c'est une réédition de Ghost Stories. Et tu le disais, Last Bastion, bah, vous saviez, en fait, à ce moment-là, c'est même un clin d'œil, le titre Last Bastion, au fait que c'était votre dernier jeu chez Repo. Ouais. Déjà, est-ce que vous aviez tous les deux la même envie de partir, la même envie de revendre? Et qu'est-ce qui fait? Vous étiez à la fin d'un cycle? Déjà, les propositions de revente, on en avait déjà, ça faisait 8 ans qu'on en avait chez Asmodée. Donc à l'époque de City of Horror, c'est là qu'on avait eu la première proposition de rachat. Donc c'était un truc qu'on a longtemps... Donc en 2012 déjà. Ouais, on a longtemps réfléchi là-dessus. Parce que en fait, quand on ne vit qu'une fois, c'est une évidence, mais donc on a l'impression que la première boîte qu'on va monter, on va la garder toute sa vie, que ça va être notre bébé, qu'il n'y a pas de raison qu'on en ait marre. Vous avez fait 15 ans quand même. Ouais. Et en fait, à un moment donné, on se fatigue, c'est le quotidien, alors qu'en fait c'est une chouette boîte, etc. Mais ça reste notre quotidien, etc. On travaillait tous les deux à mi-temps depuis un petit bout de temps, parce qu'on en avait un peu marre de travailler en fait. Ou trop travailler, etc. C'est le retour de Marc chez Asmodée, Marc Nunes, qui était parti faire le Space Cowboy, puis qui avait pris l'année sabbatique globalement, puis qui est revenu à la tête d'Asmodée, qui a réenclenché la question. Et là, Cédric et moi, on était prêts. Cédric voulait déjà, on avait déjà fait des escape rooms avec la boîte d'Escape Prod, qui était déjà un autre gros projet dans lequel Cédric s'était investi, et on était prêts, on avait vraiment fait, on avait tout fait, on avait gagné Spiel, c'était bon, c'était le bon moment pour partir, et je pense qu'on était tous les deux fatigués, fatigués de travailler ensemble, on s'adore, mais après 15 ans, sans sexe, c'est quand même compliqué la vie, et voilà, mais par contre, c'était une décision super gai. Là où j'étais chouette de revendre, c'est que j'étais fier de revendre quelque chose qui marchait bien. C'est sûr que financièrement c'est très intéressant de revendre, mais on l'a fait parce que c'était le bon moment, parce qu'on avait... Pas par dépit, quoi. Pas par dépit du tout, non, si on avait gardé la boîte, on aurait peut-être fait plus d'argent à terme, etc. C'est même pas la question. Et de toute façon, on n'a jamais monté cette boîte pour faire de l'argent. Mais c'était le bon moment parce que on était fatigués de travailler ensemble, que l'équipe était fatiguée de travailler avec de vieux schnocks. Moi, j'avais envie de travailler pour Asmodée aussi. J'imaginais un boulot rêvé qui n'a pas été celui-là. En tout cas, ça s'est pas passé comme je l'imaginais. Donc voilà, non, c'était très gai et pas de rancœur. Je suis content d'avoir... c'est les enfants qui ont quitté la maison, quoi. C'était dans le deal, ça aussi, de dire que tu allais travailler en interne chez Asmodée C'était pas dans le deal. Donc l'idée, c'était on revendait la boîte et puis on partait le jour au lendemain. Donc ça a été vendu, je sais plus en décembre, et le lendemain, on n'était plus là. Parce qu'en fait, on s'en foutait. La boîte, elle fonctionnait tout à fait sans nous. On apportait quelque chose, mais elle fonctionnait sans nous. Oui, vous étiez à mi-temps, comme tu disais, vous aviez un regard. On était là pour les informations... pour les décisions, mais toute la logistique, tout l'opérationnel, il était très très bien géré par l'équipe. Donc on est parti, et en décembre, et moi en janvier, je commençais à travailler pour Asmodée, mais c'était un deal différent, c'était une proposition, une pique que j'avais envoyée à Marc à l'époque, en lui disant, tu sais, tu devrais avoir un directeur éditorial, groupe, qui prend des décisions, et qui ne fait que ça, qui regarde et qui chapeaute un peu tous les studios, etc., etc. Il a dit Banco. Banco, vas-y, ça va être toi. Je suis parti, voilà, donc j'ai été travailler directement, et puis globalement, j'arrive en janvier, en février, c'est le Covid. Donc, l'idée que j'avais de mon métier, je pouvais très difficilement la faire. L'idée de comment je voulais qu'il se passe, c'est-à-dire faire jouer les équipes, discuter du jeu, pour essayer de les faire réfléchir, en fait. J'ai pas su le faire, en tout cas, assez régulièrement à cause du Covid. Et il faut savoir que j'ai pris un choix qui
était très particulier, je pense, que je ne regrette pas d'avoir pris, c'est que je ne voulais aucun pouvoir. Mon objectif, c'était de challenger des studios et de leur faire réfléchir. Et donc, si je n'avais pas la prétention, je connais trop mon métier pour dire que j'ai la prétention d'avoir la réponse pour résoudre le problème à ce truc-là. Ce que je veux, par contre, c'est te dire, on a joué à ce jeu-là, à du schmoll le jeu, et je trouve que je me suis embêté. Ce qui vaut, parce que c'est pas parce que je me suis embêté que tout le monde va s'embêter. Mais voilà, j'ai pas aimé, et je vais te pointer ceci, je vais te faire réfléchir, etc., etc. Mais je ne pouvais pas avoir de pouvoir parce que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas leur dire, il suffit de changer ce truc-là, et tu mets 3 points de victoire au lieu de 2, et tu changes le format de carte, et c'est réglé, on va en vendre 100 000. Non, ça marche pas comme ça. Comme tu disais, tu pointes un problème. Je pointe des problèmes, on en réfléchit, explique-moi pourquoi tu veux le faire, à qui tu veux le vendre, sous quel format, sous quel prix. Tout ça, c'est déjà des variables qu'on peut discuter, parce que je dis, ton jeu d'ambiance à 55 €, ça va pas marcher, mais ça, ils font pas, parce qu'ils sont assez intelligents, etc. Mais il y a quand même des choses qu'on pouvait directement discuter. Et après, le détail, je pense que si j'avais joué toute la semaine dans tous les studios pendant 2 ans, j'aurais pu les faire vraiment réfléchir et essayer de les amener plus loin. Avec Repos, j'étais plus proche, donc ça a été mieux. Les studios français, c'était moins facile. Et les studios américains, mais il y avait les studios allemands, etc., puisque le deal, c'était à la base, dans ma tête, les studios francophones. Et dans la tête de Marc et de Jean-Christophe, c'était des studios mondiaux. Et donc, avec le Covid, gérer, on va dire 15 ou 17 studios qui font de la figurine, du jeu de cartes à collectionner, du party game nordique, etc. Il y avait beaucoup trop. Et voilà, donc je suis content de l'avoir fait. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 2 ans, je crois. Mais à la fin, j'avais des problèmes de santé, donc j'avais un problème de thyroïde, on s'en fout, mais donc j'avais une incapacité à gérer mon stress qui faisait que j'étais plus du tout heureux, etc. Donc j'ai quitté aussi très rapidement. Mais chapeauter les productions de 17 studios, tu m'étonnes que c'est stressant. Mais ça, c'est la théorie et la pratique. donc voilà. Donc c'est à refaire, je le ferai différemment. C'était trop compliqué. Et ce qui était compliqué aussi, c'est d'arriver avec un ADN qui était le mien, qui était de la remise en question permanente de ce qu'on fait. D'oser se dire, ça, c'est pas encore assez bien, on retravaille, etc. Et c'est pas le profil de tous les studios à l'époque. Oui, tu peux être perçu comme un casse-pied, en fait, oui, tout à comme fait. quelqu'un qui et vient puis, surtout, casser leurs jouets, leurs idées, qui vient saper une confiance. Enfin, ça peut... voilà, j'imagine que ça ne marche pas avec toutes les personnalités. Non, il faut que les gens voient, en fait, voient l'intérêt qu'ils ont. Je me souviens d'un jeu, je ne vais pas citer le nom, mais ça va être plus facile si je le cite. On va citer le nom, c'est pas grave. C'est vraiment juste l'idée, c'est de montrer en quoi c'est différent. C'était le jeu de Star Wars, le deck building Star Wars, etc. Donc j'ai relu la règle, j'aurais dit les gars, ça va pas. Moi j'aime pas votre règle. C'est moi de nouveau, c'est mon opposition, mais vous appelez votre jeu deck building Star Wars, ça sous-entend que vous connaissez, que les gens qui achètent ça connaissent le deck building. Donc on va pas expliquer le deck building. On va l'expliquer, mais dans un deuxième temps, strict minimum, etc., ou en tout cas pas cette façon-là. Donc je n'étais pas du tout d'accord avec la règle, je me souviens que j'avais 150 commentaires sur la règle. Bon, ok, ça se fait, c'est une façon américaine d'écrire la règle, etc. Moi je donne mon point de vue, qui n'était pas le leur. Et je leur dis, la force, là, pour ceux qui ont joué, il y a un tirage à la corde pour la force. Je leur dis, on ne met pas un cube de ressources. Parce qu'un cube de ressources, c'est un cube de ressources. Donc déjà, en game design, il y a un problème. En éditorial, il y a un problème. On met un token spécifique. On met un token spécifique. Et je leur dis, prenez dans Seven Wonders Duel, il y avait un beau blason. Enfin, on a fait un truc pour le tirage à corde. Ça sert à rien, mais donc c'est très utile. Ça a été une icône de Seven Wonders. C'est ce beau bouclier avec les 2 épées, etc., qui représente le combat militaire. Il me dit, oui. Mais si je fais ça, je vais être en retard. Je fais, moi, à titre personnel, je m'en fous complètement que tu sois en retard, mais tu as d'autres gens à qui tu réponds, parce que moi, je n'ai pas de pouvoir sur toi. D'autres gens à qui tu réponds, à qui tu verras. Mais en soi, me faire une putain de belle figurine du combat emblématique de la force, etc., que je vais mettre sur ce plateau de force, qui n'est pas une carte recto verso cartonnée, ça a de l'importance, et ça, c'est de l'estime de l'édition. Je pense que tu dois aimer tes jeux et les éditer du mieux que tu peux par rapport à toi, tu dois être fier de ton travail. Et moi, je serais pas fier d'éditer un jeu où la force est représentée par un cube de Terraforming Mars, quoi. Et je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout dans la même chose. Lui, ça le touchait pas, il n'avait pas l'impression, mes arguments n'étaient pas assez bons pour le faire changer d'avis, en fait. Pour lui, tu chipotes sur un truc. Pour moi, c'est des détails qui n'ont pas d'importance. Et moi, je pense, et je l'ai dit peut-être déjà tout à l'heure, je pense que le succès est dans le détail.
que c'est plein de choses imperceptibles, que les joueurs, et heureusement pour eux, ne voient pas tous les trucs que nous on voit, professionnels, qui nous font rager quand c'est pas bien édité, quand les icônes sont pas les bonnes, quand les icônes sont pas cohérentes, etc. Les gens ne le voient pas, le perçoivent inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils trouvent que le jeu est pas génial, mais en fait parce qu'ils ont passé 10 minutes à décoder des trucs qui étaient pas clairs, qu'ils sont chaque fois revenus sur cette règle qui était foireuse, qu'ils sont allés dans le livret de règles 5 fois pour trouver le truc, etc. Ils s'en sont pas rendus compte, ils l'ont vécu et c'était pas bien. Ou ils n'ont pas réussi à prendre le jeu facilement parce que la mise en place est compliquée, etc. C'est tout en fait, quand j'ai pris le pouvoir, quand j'ai pris mon poste, j'ai fait un manifesto à l'équipe que j'ai encore, qui est encore sur mon bureau, et qui s'appelait We Are Game Makers, donc metteurs en jeu, et j'aurais dit, vous devez voir l'invisible. Vous devez voir ce que les gens ne voient pas. Votre métier, c'est de voir et de s'assurer, d'enlever, de corriger et de mettre tout en place pour que les gens aient du plaisir quand ils jouent. Et à partir du moment où des gens ne voient pas l'invisible, j'ai du mal à les convaincre qu'il existe, et que ces petits détails imperceptibles ont une importance. C'est le format de carte de Seven Wonders. Est-ce qu'une carte plus grande ou plus petite a changé la vie de Seven Wonders ? Non. Mais elle a participé au fait que ce produit était complet, cohérent, qu'il offrait quelque chose d'un peu différent, etc. Donc, c'est tous des micro-détails qui ont finalement... La somme de ces micro-détails fait la différence, je pense. Donc tu fais ce poste pendant 2 ans, mais un peu dans la souffrance, parce qu'il y a le Covid, parce que c'est compliqué, le défi est de taille, etc. Tu pars. Il y a une petite histoire sur mon départ. L'idée, c'est que je suis dans les studios, et je découvre Régicide, que je trouve super bien. Et je suis pas éditeur, je suis responsable des studios. Et donc j'en parle aux différents studios que je croise facilement avec le Covid, et j'en dis tiens, testez un peu ça, moi je trouve ça pas mal, je pense que je peux faire 100 000 boîtes de ça, moi. Régicide qui vient d'arriver là en 2025 chez Exactement. Tous les studios me disent je vois pas de quoi tu parles. Je fais hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On voit plus, je ne comprends plus rien. Donc je me dis ok, j'appelle à mon ami, Monsieur Boza, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ce jeu-là ? Il me dit oh j'ai pas le temps et tout, je suis en train de truc, etc. Je jouerai demain. 1h30 après, il me téléphone et il me dit « Dis ton truc, c'est vachement bien !» Je dis « Bah oui, c'est vachement bien !» Je dis « Mais je comprends pas !» Je l'ai présenté aux gens et ils ne voient pas ce que je vois. Donc ça me met vraiment en question. Je dis « Mais pourquoi ils ne voient pas ça ?» Donc on a vraiment un ADN, on parle pas la même langue en fait. Je me rends compte qu'on parle pas la même langue, qu'on n'a pas les mêmes sensibilités, etc. Et donc ça m'épuise, quoi. Et donc je dis « ou je sais plus qui me dit, il dit « En fait, tu quittes ton boulot, on le fait. » Je dis « Ok, on fait ça. » Et donc je démissionne très rapidement, je téléphone aux instances, etc. Je fais ça légalement et correctement. On n'en a pas fallu beaucoup, puisque... j'étais déjà, ça n'allait plus, et j'étais plus heureux, et je ne m'étais pas encore rendu compte que j'avais des problèmes de santé. Et donc je démissionne très rapidement, en un mois c'était fait. Je ferme tous les dossiers, clac, avec la ferme intention, connue, d'éditer Régicide. Donc on a contacté les auteurs, on a fait plusieurs réunions, etc. En leur disant, je vous présente... D'abord je leur dis, moi j'ai fait du repos, j'ai travaillé chez Asmodée, maintenant j'ai envie de faire votre jeu, machin truc. C'est un jeu qui se joue avec un paquet de 52 cartes classiques. Oui, c'est un coop basé sur un jeu de cartes classique, qui est vraiment très 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 bien, mais qui est perfectible, a-t-on dit en termes éditorial, puisqu'il n'y a rien. Et donc, je les présente, ils voient pas qui je suis, j'imagine, mais enfin, ils entendent le CV, ils voilà. Puis je dis, la réunion prochaine, je viendrai avec mon associé, vous verrez, vous connaissez peut-être, etc. Et donc, on s'est en visio. Quand ils voient la caméra, ils disent, bonjour Antoine. Donc, visiblement, ils connaissent mon associé. Et tout se passe bien, etc. On leur explique que nous, on veut changer plein de choses, on veut même remettre en question la règle solo du Joker, etc. Enfin, il y a vraiment plein... Enfin, pas que solo, les Jokers sont à tout niveau. On veut vraiment revoir plein de choses, refondre le jeu, etc. Ils disent, ok les gars, ouais, je suis d'accord, etc. Mais on a réfléchi déjà. Et ils étaient déjà en train de travailler sur ce qui va vraiment sortir, qui s'appelle Régicide Legacy. Et donc, en fait, les mecs, chapeau, ils savent ce qu'ils font, Ils font de l'auto-édition, ce qu'il ne faut jamais faire, mais ils le font globalement bien. Donc je les attends en tournant avec les Régicide Legacy. J'espère qu'ils ont vraiment poussé le concept, étendu l'expérience de Régicide, qui est vraiment un excellent jeu, mais qui méritait plus, quoi. Qui méritait déjà une édition avec des carreaux, des piques et des trèfles, quoi. Tu fais des icônes, quoi. Moi j'en ai marre de me dire qu'un carreau c'est ça, etc., etc. Donc, fort de cette expérience, et ça fait écho aux deux choses que j'avais dites dans la vidéo précédente sur Catan, et sur Nalbuck, où je dis, les gars, on va la voir, on est parti, on l'a, là c'était,
les gars, on va l'avoir. Ah ben non, on l'a pas. Et donc, c'était un peu la merde. Mais pas inquiet, parce que voilà, avec la revente, on avait un peu de temps de voir venir. Et Antoine, à côté de ça, il a encore son activité d'auteur. Il n'avait aucune intention. Vous aviez quand même monté la société. Ah oui, tout avec la Antoine. société était montée ou en cours de... Oui, elle était déjà montée, ouais. Et on se retrouve sans jeu. On se dit, bah, c'est pas grave, mais on trouvera. Sachant qu'on se dit, on est quand même tous les deux très 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 difficiles. Et que toi, tu es auteur, et maintenant, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que c'était une inquiétude que moi j'avais, je ne sais pas si qu'on avait parlé avec Antoine, c'est que lui, en tant qu'auteur, il c'est encore différent, puisqu'il va devoir aimer des jeux qui sont des autres, de s'insérer dedans, de ne pas en prendre... Rester à sa place. Rester à sa place, etc. Et ça, nickel, vraiment, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Mais c'est vrai que c'était un petit défi, quoi, de se dire, bah, quelle va être notre place? Est-ce que les gens vont accepter qu'il y a un auteur connu dans le binôme de développement, etc. Ça n'a pas posé de problème, en tout cas pour l'instant. Comme on n'avait pas de jeu, on a fait un appel public à tous les Français, tous les auteurs français, en disant, ben, si vous avez des jeux, venez chez nous. Mais on a quand même pris le temps de faire un communiqué de presse en disant, ben voilà, on cherche des auteurs qui veulent travailler. C'est une boutade, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je considère qu'un proto d'un auteur, il n'est pas fini, quoi. Arrêtez de me croire que votre jeu est fini. Quand vous m'envoyez j'ai reçu encore des propositions de mails, des propositions de jeux, et les mecs me disent, ben voilà, jeu fini en game design, il y a peut-être un truc. Mais ton jeu, il n'est pas fini. Arrête de me faire quoi, n'importe quoi. À moins qu'il y ait vraiment un truc à la Just One où il n'y a vraiment rien, mais il y a encore tellement de choses à faire quand même que c'est pas fini. Mais arrêtez de croire. Et de toute façon, même si c'était vrai, je n'y crois pas, rends-toi compte que l'éditeur, il va apporter quelque chose. Un jeu, c'est une équipe entre un éditeur et un auteur de jeu, ou deux auteurs de jeu, etc. Et cette équipe va fonctionner pour amener faire un produit génial. C'est une œuvre collective. C'est une œuvre collective. Et il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Et moi, je ne veux certainement pas prendre le rôle de la place, le rôle des auteurs. Moi, je ne suis pas auteur de jeu. Moi, je suis là pour les fouetter, leur poser des questions et dire ce que j'aime pas. Le faire régulièrement, etc. Apporter être force de proposition, etc. Mais je ne suis pas auteur de jeu. Moi, je n'ai pas du tout là-dessus. Par contre, je suis éditeur. Et là, je milite sur le fait que je vais tant les fouetter sur le game design et apporter que travailler sur l'édito, quoi. Et c'est deux choses qui, moi je trouve, ne sont pas assez travaillées par nos collègues. Ou ils le font, mais ils voient pas l'invisible, quoi. Il y a des choses qu'ils voient pas et qui ne devraient pas être dedans, et que c'est peut-être moi qui suis trop détail orienté et qui vois des trucs et qui me rendent dingue, mais c'est pas juste mettre des images et choisir un format de carte, quoi. C'est beaucoup plus loin que ça. Et il faut couper, il faut que le plaisir soit dans la première partie, comme dans la 10e et la 20e. Et tout ça, ça se travaille. Et c'est pas toujours corrigeable, hein. C'est ce qu'on disait sur les jeux qu'il faut arrêter. Quand le patient est mort, il faut l'abandonner, quoi. Il faut couper les trucs. Il faut pas faire de l'acharnement de développement, quoi. Quand ça veut pas, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, à un moment donné, il n'y a pas de solution miracle en développement. Moi, on n'a jamais rendu un jeu incroyable et qu'il était mauvais, hein. On n'a jamais fait que améliorer c'est un diamant brut que tu tailles. Voilà, exactement. On est en quelle année à ce moment-là, quand tu pars pour 2 ans et demi, Régicide, 3 ans. 2022. Et donc à Essen, on avait contacté tous les auteurs français et les auteurs qu'on aime bien et avec qui on a envie de travailler. Et pour Paolo, avec qui on avait vraiment envie de travailler parce que j'étais vraiment pas convaincu sur tout le travail qui avait été fait sur ces jeux. Ah, Paolo Mori, C'est on Paolo en parle Modi. on en parle dans ma rétrospective, c'est quelqu'un qui a vraiment pas eu de chance en termes éditoriaux. Ouais. Un Cool Mini hors note qui Ouais. surproduit ses jeux. Fairy Tailing, Ethnos, Augustus, enfin, c'est Paolo Modi dans le milieu. Il nous présente 3 jeux, dont entre autres Toy Battle, Toy Battle qui va sortir chez Repos Repos, Prod. qu'on trouvait chouette mais qui n'était pas assez fort pour... Enfin, voilà, on n'a pas eu le coup de cœur. Et à l'explication de règles de Captain Flip, on se dit, bah ça c'est ce qu'on veut, quoi. Même sans jouer, on s'est dit, évidemment... Maintenant que tu as l'idée, évidemment, je vois déjà tout ce qu'il y a moyen de faire, évidemment, on voit exactement le fait qu'il y ait des pouvoirs, et c'est tout simple. et que le concept soit très simple, mais créer des moments forts. Voilà, tout à fait. Ce moment où tu retournes la tuile et où il y a des retournements de situation, il y a des coups d'éclat. Et c'est chaque fois des micro-décisions, en fait. C'est un jeu simple, avec à chaque tour une micro-décision. Donc quand les auteurs nous ont présenté dans les jeux, ils sont 2, il y a Remo et Paolo. On a tendance à oublier Remo, c'est le Ludovic Maublanc de ce team. Ils nous avaient proposé 2 jeux. Une version Star Wars, qui est globalement la base pour le Captain Flip, et une version Alice au Pays des Merveilles. La version Star Wars était beaucoup plus aboutie. Quand on discute avec eux, on leur dit, les gars, on va pas faire un truc Star Wars. Déjà, on est trop petits et les licencieux, on en a rien à foutre. Pour avoir une licence, pour avoir un chiffre d'affaires en millions, et après on te parle. Et pouvoir proposer des gros volumes. On leur a dit, 1, on ne les a pas, et on n'a pas ce chiffre d'affaires là, etc. Et 2, on pense que le jeu est suffisamment puissant pour que
Exister sans licence. Pour exister sans licence. Et avoir une cible plus universelle que de toucher juste les geeks qui sont fans de Star Wars. Et on leur dit, si le jeu marche, et on leur dit, il va marcher, parce que c'est quand même du business et du commerce, il faut un peu se mettre en avant. Il sera toujours temps de faire une version Star Wars, et je serais enchanté de faire une version Star Wars dans 3 ans, mais c'est pas encore fait. Il y avait quand même 3 autres boîtes en compétition, et finalement ils nous ont choisis, sachant que l'argument fort, l'argument que j'aurais proposé, je leur dis, vous voulez être le Xème jeu chez Cosmos, ou le premier jeu de Playpunk. Voilà. Donc, visiblement, ils ont choisi que c'était le premier jeu de Playpunk, et j'en suis très content. Une fois que ça s'était fait, on a eu un long travail de développement. Il y a 9 personnages, pour ceux qui connaissent le jeu. Globalement, dans les 9, il y en a 5 qui ont changé. Pas complètement radicalement, mais dont la règle était différente. Par exemple, le cuistot, c'était par tuile différente dans la ligne. On a enlevé le différent assez rapidement. Le mousse n'était pas du tout comme ça. La canonnière n'était pas comme ça, c'était Dark Vador. Et quand Dark Vador arrivait, si tu en avais 3, tu rendais avec les points que Dark Vador t'avait donnés. Et globalement, il donnait 3 points ou 4 points, je ne sais plus très bien. Et en fait, globalement, t'avais perdu. C'est compliqué à compter. Et donc, on leur dit, mais non, en fait, ce qu'on va faire, c'est que t'as perdu. Ça va être plus simple, comme ça. De toute façon, t'as perdu, donc t'as perdu. De nouveau, on a reposé un regard objectif et neutre sur le jeu, on a regardé ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait pas. On a proposé des trucs, c'est sûr que la canonnière, le fait qu'elle meure, c'est nous. Voilà, on s'en fout. C'est nous qui avons dit, en fait, ton idée, elle est bonne, mais va plus loin. Le but du jeu, c'est de mettre de l'attention sur les choix et sur la prise de risque. Eh ben, on va aller plus loin. On va mettre le critère à fond. C'est un jeu rapide. Oui, si t'es éliminé, c'est pas si grave. Voilà. Et on a eu la chance que ça marchait. C'est-à-dire ça aurait pu être... On a eu peur un peu au début. Quand on l'a mis en place, on s'est dit, mais il y a des gens qui vont... Si les gens meurent, est-ce qu'ils vont être frustrés ? Ben non, parce que c'est rapide. T'as toujours de l'espoir, parce qu'il y a le singe. Toujours le singe, etc. Donc, cette décision a été validée par le test, quoi. L'idée était bonne, mais la décision a été validée par le test. Et puis on a changé la thématique, on a retravaillé là-dessus, puisque Star Wars c'était non, mais il fallait trouver une thématique qui colle le plus possible au personnage. À un moment du dev, on s'est dit, il faut qu'on trouve le thème. On a choisi le thème, on a fait soit chevalier, soit pirate, et c'est les pirates qui ont marché, parce que ça marchait mieux avec la canonnière, etc. Fort de ce thème, on a pu encore recoller les mécanismes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore le pouvoir du mousse, mais on savait qu'on voulait un mousse. Et donc le mousse qui nettoie tous les étages du bateau, ça vient de là. Je sais pas si c'est le fait que ce soit un mousse, etc. Mais en tout cas, on avait les persos et on a collé le plus possible. Du dev aussi sur les plateaux. Les 4 plateaux différents, 5 avec le Kraken. Il n'y avait que 2 plateaux dans le jeu de base. Et en fait, on s'est dit, on peut prendre les plateaux de Alice, on va jouer avec les plateaux de Alice. Ça marche dans ce sens-là. Par contre, ce qui ne marchait pas, c'était de mélanger les tuiles et ce genre de choses, etc. Et donc, à l'époque est sortie la Guilde des explorateurs marchands, qui était sortie aux US, qui est un excellent jeu, pas très bien édité, on est d'accord. EG, ils font pas que des bonnes choses. Non, ça, on est d'accord. Mais il faudrait faire une chaîne pirate où on peut dire plein de vilaines choses. C'est en jouant ce jeu-là, de nouveau, c'est à ça que la veille ludique est importante. Je joue le jeu, que je trouve vraiment très bien. Puis lors d'une réunion avec Antoine, je dis, c'est très bien Captain Flip, etc. Ça s'appelait pas Captain Flip d'ailleurs. Il faut plus de rejouabilité. 2 plateaux, les gens vont ne pas avoir assez, il faudrait 4, même si ça coûte plus cher en prod, etc. Et Antoine a dit, bah oui, évidemment, pas de souci, etc. Et donc je crois qu'on a refait des plateaux de base directement. On n'a pas repris ceux d'Alice, on a repris des plateaux en plus. Et puis après est venue la narration, c'est-à-dire que les adultes ne voient pas, mais il y a une vraie narration. On prend le bateau, puis il y a l'attaque du Kraken, puis on est sur le radeau, et puis on est sur l'île. Et tu peux faire une mini-campagne. Tu peux faire une mini-campagne, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'on avait les plateaux, on n'avait pas tout à fait la narration, et on voulait que... Moi, je voulais que le plateau avec le Kraken soit le deuxième, parce que, comme c'est le plateau le plus gamer avec l'interaction et une course, en fait, je voulais que ça soit le cas. Et au démarrage, pendant longtemps, durant le dev, c'était pas cet ordre-là, il était 3e dans l'histoire, et finalement, on l'a replacé 2e, comme ça. Les gamers qui n'en avaient pas assez, et c'est pas un jeu de gamer, mais qui ne voyaient pas que c'était quand même plus malin que ça en a l'air, avec le deuxième plateau, dire « Ah oui, là, je vais quand même faire gaffe parce que tu vas me voler la priorité, etc. etc. » Et donc même ça, on a réfléchi à la séquence d'arrivée des plateaux. C'est pas de la grande science, mais on a quand même réfléchi, et heureusement, on a trouvé, parce que les dessins étaient faits. On avait réussi à le placer après coup en B. Ouais, des illustrations de Jonathan Comte, tu me le disais en off, qui font que parfois on associe le jeu à un jeu enfant. Moi je trouve que c'est un vrai jeu familial, dans le sens où il est accessible, où tout le monde peut y prendre du plaisir, les enfants comme les adultes, les débutants comme les joueurs plus passionnés, plus aguerris. Pourquoi ce choix d'illustration ? Autant je suis à l'aise et pas très modeste sur peut-être mes compétences de game design, mais je me sens à l'aise sur les choix, etc., etc. Le dessin de Jonathan, il est efficace, très BD, très chouette, donc
et fun, etc. Donc efficace, très BD, très chouette, donc, et fun, etc. Donc on a fait un panel d'illustrateurs, Jonathan était dedans, il était dispo, c'était parfait. Et ça répond bien. C'est sûr que au démarrage, des gens peuvent trouver la couverture un peu trop jeunesse, et ça va être la même chose sur Zénith en fait. C'est compliqué. Les gamers ils veulent des trucs qui tâchent, et le marché il veut pas des trucs qui tâchent. Et donc c'est compliqué, et c'est quoi une illustration de famille, tu vois, parce qu'on va prendre un autre jeu, Ticket to Ride par exemple, ben, la couverture elle est pas très familiale en fait. Oui, Julien Delval il n'a pas un style très... pas très familial, je vois pas des enfants de 8 ans acheter ça. Je vois des parents... Le mec a fait Mémoire 44, oui. Ticket to Ride, il y a un truc... Ici c'est sûr que c'est familial un peu moins en termes de couve, mais en fait, c'est une couverture qui est super chouette. Je pense qu'elle elle montre le casting. Elle montre le casting, elle est rigolote. Mais peut-être, en effet, qu'on tape un peu trop un visuel un peu plus jeune. Tu peux jamais contenter tout le monde, de toute façon. Tout à fait. Très content, en tout cas, du succès du jeu. On enregistre le 11 février 2025. Est-ce que vous allez gagner l'As d'or, Thomas ? Eh bien, j'aimerais bien, parce que je trouve que le jeu le mérite. Moi aussi. Là, on va laisser le jury. Là où je serais content que Captain gagne, c'est qu'on est dans le jeu de société, pour l'instant, dans les dernières années, a été pollué par le kilo plastique et par la surédition. Un jeu n'est pas bon parce que il y a des punchs contre double couche et qu'il y a des figurines en trop et que machin truc. Un jeu, c'est bien parce qu'il offre une chouette expérience. Et Captain Flip, il n'y a rien qui dépasse. Les punchs, c'est pas des punchs, c'est du carton rigide, etc., de bonne qualité, mais c'est pas... des gens auraient pu faire une version avec des trucs durs, etc. On aurait pu faire un sac en tissu brodé, machin chose, parce qu'on a envie de perdre de l'argent. Des pièces métal. On aurait pu ajouter plein de trucs qui servent à rien. Le jeu, il doit être bon parce que les gens s'amusent, et en fait, finalement, c'est l'essence pure de ce qu'on peut faire dans le milieu, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs effroyables qui servent à rien, qui font augmenter le prix du jeu, et qui n'augmentent pas l'expérience, et qui parfois, et pour pas mal de jeux dernièrement, abîment l'expérience. Il y a des jeux de Kickstarter où quand on joue avec le matériel du Kickstarter, qu'on a payé gras et cher, l'expérience est moins bien. C'est vraiment absurde. Moi, je pense au Château de Bourgogne Deluxe, par exemple, qui est hideux dans sa version de base, mais qui est lisible. Et puis là, tu rajoutes des figurines dans tous les sens, tu sais plus quel bâtiment fait quoi. C'est horrible pour moi. Par exemple, Frostpunk est un très bon jeu coopératif. Tu mets la chaudière au centre, tu dis « Je vois plus rien, t'es où ?» Et donc, après 2 minutes, tu enlèves la chaudière et tu joues. Et le jeu est vraiment bien. Everdell aussi, avec son arbre en 3D, là. Enfin, il y a des aberrations comme ça, des fois. Ouais, ça sera un chouette message, tu veux dire, éditorialement. Voilà. Que Captain Flip soit récompensé. On arrive en 2025 avec votre deuxième jeu qui sort là pour le Festival de Cannes. Oui, sortira le 14 mars, finalement. Okay. On a un mois de retard. Pour une bonne raison, c'est pas notre faute déjà. C'est Rewood, donc la boîte allemande qui fait les pions en bois. C'est de la résine contrecollée. Comme chez CGE Exactement, c'est les mêmes pions que CGE. La boîte s'appelle Wissner. Le matériel s'appelle du Rewood, donc on va pouvoir trouver ça peut-être dans d'autres pays comme la Chine, etc., qui font de l'injection plastique. À terme, je ne sais pas dans quelle mesure Wissner est propriétaire de la truc, mais apparemment, la technologie, on peut la retrouver à d'autres endroits. Et donc, ils ont pris du retard. Voilà. Ça, c'est par exemple la planète Mars. Ça, c'est le zénithium. Donc voilà. Donc en fait, c'est quand même des grosses pièces, mais comme il y a beaucoup de moules, etc., ils ont pris du retard. Pourtant, on leur a dit, Gabriel, il leur a dit toutes les semaines, vous n'allez pas en retard. Ils ont dit, non, on va pas être en retard. Vous n'allez pas être en retard. Non, on va pas être en retard. Ah ben, on est en retard, en fait. Mais on est très content parce que on voulait un chouette rendu. Ça sent le bois. Oui, tout à fait. Ça sent le bois cramé. Ouais. L'odeur va disparaître au fur et à mesure, mais là, on sent vraiment bien que c'est du bois avec une résine à l'intérieur pour coller le machin. Zénith, un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel, les auteurs de Château Combo, qui là font une version beaucoup plus punchy avec 5 tirs à la corde différents. Un jeu qu'on joue en 1 contre 1, mais qu'on peut aussi jouer en 2 contre 2. Et il y a plein de retours qui disent que c'est la meilleure version. Version que vous avez développée suite au travail éditorial, qui n'était pas là dans le jeu de base. Zénith, c'est déjà un des succès annoncés de l'année 2025. Je suis pas du tout le seul à le dire. Il fait beaucoup de buzz sur Board Game Arena, déjà, où on peut y jouer en 1 contre 1. Et c'est un jeu qui est déjà un succès avant d'être sorti, on a l'impression. Alors, on va pas trop vendre la peau de l'ours, mais en tout cas, il a beaucoup de hype. Oui, il a beaucoup de hype. J'espère qu'on ne décevra pas les gens, mais honnêtement, moi, j'ai joué 450 parties maintenant, donc
ça va, je m'amuse encore, donc comme je le disais tout à l'heure, si moi j'aime, en général, c'est une équation qui fait que ça se vend, donc j'espère que ça sera le cas, je suis presque quasiment certain. Ce qui est vraiment chouette dans Zenith, et ce qu'on a réussi à faire, c'est que c'est un jeu où il y a une tension permanente. Ouais. Après quelques minutes, on est dans le jeu, ouais. On est tendu, on doit faire des choix, on doit faire des concessions, on doit perdre pour mieux gagner, on doit lécher du lest pour aller prendre telle planète. Les gens qui l'auront joué plus qu'une partie, et je vous invite à le jouer plus qu'une partie, c'est qu'on peut toujours remonter. Et c'est rare dans certains jeux, il y a des jeux qui sont win-win. Ici non, tu peux vraiment avoir un mec qui va commencer, donc il y a un volet technologique aussi dans le jeu. Un joueur peut vraiment partir full speed, faire une blitzkrieg, et puis il s'écroule, il n'a plus qu'une planète à prendre, il n'a plus qu'un jeton à prendre, et ça ne va pas, et l'autre revient doucement, mais sûrement. Et à un moment donné, il y a une inertie, et j'ai vraiment des parties où j'avais gagné 3 planètes, le gars n'en avait aucune, et je me fais défoncer parce que le mec revient avec 4 ou 5 planètes. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont rares dans le jeu. Ce qui est vraiment gay, c'est que c'est un jeu à carte unique, ce que j'avais jamais fait dans ma carrière, hein, pour le coup. Chaque carte a de l'impact, chaque carte a de l'impact, elles sont toutes différentes. Et elles peuvent être utilisées de 3 façons. Ouais. Donc, elles ont une version principale, et puis elles peuvent être quand même utilisées de 2 façons, mais les effets sont les mêmes pour toutes ces cartes de ce peuple-là. Mais donc, ça fait qu'à chaque tour, on a énormément de choix, qu'il faut prendre des risques, qu'il faut miser sur le futur, etc., etc. Là où je suis convaincu que c'est un bon jeu, c'est que c'est ultra gai à jouer, et quand les gens ont fini, ils vont rejouer directement une partie. Un peu comme Captain Flip, en fait. La force de Captain Flip, c'est qu'on a fait une partie, on dit, c'est déjà, ça durait 20 minutes, on y rejoue, quoi. Hop, on y rejoue au moins 1 ou 2 fois, parce que c'est simple, efficace, qu'on y a vu des twists, et qu'on se dit, je pourrais être meilleur, j'ai mal joué ça, etc., etc. Dans Zenith, même chose. Il y a cette tension qui fait qu'on a envie de revenir. Le fait que les plateaux de techno soient différents à chaque partie fait que c'est différent, il faut vraiment regarder au démarrage pour aller voir un peu ce qu'on a envie de faire, etc. Une fois qu'on commence à se lancer dans la techno, si on n'a pas regardé, on verra, peut-être que ça va être plus compliqué. Le plateau humain, pour ceux qui jouent, le plateau humain c'est des voleurs, évidemment, c'est une sale race, l'humain, et donc soit il peut voler de l'argent, soit du zénithium, et ça joue aussi, une fois qu'on commence à jouer, on se dit, tiens, est-ce que je vais me lancer dans le moment ? Les tokens aussi, les tokens bonus qui sont associés à chaque piste vont peut-être faire que tu vas plus partir sur cette piste-là ou sur une autre. C'est un jeu très riche, plus joueur que Captain Flip, je dirais. Avec un nombre de cartes fermées, il y a quoi, une centaine de cartes ? 90 cartes, arrive à créer une rejouabilité immense qui dépend pas de la variété des cartes, mais qui dépend de la variété des situations et surtout de la pression qu'on ressent et des coups d'éclat qui sont créés. C'est un jeu qui s'appelait Archonte au départ. Qui avait été signé par d'autres éditeurs, des gens sont penchés dessus, et heureusement, ils l'ont pas signé, donc c'est nous. Il avait été signé, mais ils ont repris les droits, et puis nous les ont cédés. Et heureux, je suis content, parce que c'est dans le nombre de protos, etc., c'est très compliqué de trouver des jeux qui nous plaisent et sur lesquels on croit. Et celui-là, ça m'aurait vraiment embêté de ne pas l'avoir aussi, parce que je me dis, putain, c'est vachement bien. À l'époque, quand Grégory me l'a présenté à Cannes, il m'avait présenté un autre jeu que je n'ai pas aimé, qui était bien, mais c'était pas assez fort, quoi. Celui-là, après 3 minutes, j'étais là, c'est vachement bien en fait, quoi. C'était bien, et c'était pas encore Zenith avec toutes les modifications qu'on a apportées en un kit. C'était fort, et c'était d'une simplicité extrême. Je trouve qu'il a la pureté d'un bon jeu Knizia à l'allemande où ta carte, elle va faire 3 trucs. Les règles sont ultra simples en fait, mais le jeu est ultra riche et donne envie d'être joué parce que il va se passer des trucs, et la victoire ou la défaite va se jouer en général à pas grand-chose. Maintenant, c'est quand même un jeu d'initié. Quand on a l'habitude, on peut vraiment défoncer des joueurs aussi. Donc il y a un setup pour ceux qui veulent découvrir, qui veulent faire découvrir à quelqu'un qui n'a jamais joué. Ne pas le prendre en traître. On parlait du joueur alpha, mais ça c'est dans le jeu coop, mais dans le jeu gamer à 2 joueurs, tu peux vraiment avoir un problème d'un mec qui a joué, qui défonce l'autre parce qu'il a fait 150 parties. Il y a un jeu de hasard, enfin comme il y a des cartes, il y a du hasard, mais ça n'empêche que si tu as 150 parties, tu vas rouler sur le mec. Et donc il y a moyen de donner 2 influences de plus aux joueurs qui débutent pour que ça soit bien tendu et que tout le monde s'amuse, quoi. Comme il y a dans un Terraforming, comme il y a dans un Ark Nova. De nouveau, c'est des détails, mais en fait c'est essentiel. C'est-à-dire que pourquoi ces jeux fonctionnent et sont des cartons absolus, c'est que quand un gros gamer fait jouer son pote, il dit tiens, moi je vais jouer avec mon plateau gamer, toi c'est ta première partie, garde tes 10 cartes, paye pas tes cartes, prends-les toutes, c'est pas grave, je m'en fous, moi je vais devoir les payer, mais je serai mieux les gérer que toi, et au final les joueurs sont terminés, équilibrés, etc. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir et travailler, quoi. Parce que
ça peut décevoir un joueur si tu te fais marcher dessus par un joueur qui a déjà... Et donc cette version 2 contre 2, je t'ai entendu raconter que elle n'était pas là à la base. Et... Ils avaient déjà l'idée, donc dans nos contrats on met toujours la règle originale de l'auteur, hein, pour mettre pour qu'on sache de quoi on parle, parce que juridiquement ça permet... Enfin voilà, c'est plutôt... on a toujours fait ça parce que ça paraissait logique. Et donc il y avait déjà l'idée d'une variante à 4. Mais c'était une variante, pas un mode de jeu, ou en tout cas un nombre de joueurs en fait, c'était vraiment une variante. Elle marchait pas bien, mais il y avait déjà l'idée de... il y a quelque chose à faire, quoi. Et là, on a beaucoup travaillé dessus. Et là, vous assumez, vous dites c'est 2 ou 4. Oui, là c'est 2 ou 4, pas 3. Les joueurs à 3 ont fait autre chose. La force, c'était qu'on a divisé les planètes, donc il y a 5 planètes, et là, les joueurs peuvent jouer que sur 3 planètes parmi les 5. Et donc, ils doivent se passer les cartes via une action de jeu qui est la diplomatie. Ce qui fait que quand on a des bonnes cartes, elles ne sont pas toujours bonnes pour nous, mais qu'on peut prendre une pause pour les donner à l'autre, etc. Il y a une notion de volleyball, les gens ne vont pas comprendre comme ça, mais l'idée, c'est vraiment qu'on fait une passe à l'autre, et il y a un vrai sentiment, et ce qui est fort, on le voit dans les parties en démo, quand on était à Vichy, etc., les joueurs sont fiers de coopérer, quoi. Ils sont fiers de, tiens, je te passe cette carte-là, et avec ça tu fais une techno, ou avec ça tu fais une grosse carte, tu fais Augustus, bam, bam, bam. Enfin, il y a vraiment une émulsion entre les joueurs qui est liée à ce mode d'équipe, qui est arrivé à force de travail et de versions différentes, quoi. Et là, je fais un petit up pour Ludovic Maublanc, parce qu'on avait un système compliqué de savoir qui était le premier joueur, etc., lié au jeton leader, et puis il nous a dit, avec sa sagesse, il dit, mais pourquoi vous faites chier, pourquoi vous mettez une règle, en fait? Laissez les joueurs discuter. Le fait qu'on choisisse qui commence à chaque tour, qui est la règle la plus simple, en fait. Pourquoi on se fait chier avec une règle, alors qu'on dit, il n'y a pas de règle, choisis, quoi. En fait, ça a libéré aussi, ça a libéré le jeu, et ce qui fait que maintenant, on est vraiment fier de dire, en fait, c'est un jeu de 2 ou 4 joueurs, et c'est pas une variante. C'est vraiment un jeu de 2 ou 4 joueurs. Et on verra, l'histoire dira quelle version est la meilleure. Moi, j'aime bien les deux. Les deux joueurs jouent d'affilée, c'est ça aussi qui crée une force. Et je pense, moi, j'ai pas encore essayé, parce que j'ai joué que sur BGA, du coup, en 1 contre 1. Mais je pense qu'il y a un truc, quand 2 joueurs de l'équipe en face jouent d'affilée, ce truc volait, la balle te revient dessus, et, il faut la rattraper, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une des craintes, c'est-à-dire que tu dis, mais... et il y a des cartes qui ont été modifiées à cause de ça, parce qu'en effet, si tu enchaînes 2 tours avec des cartes un peu violentes, ça peut vraiment retourner la situation en mesure, mais c'est sûr que c'est 2 coups, donc ça fait vraiment... T'as un sentiment de match de boxe, le jeu est pas du tout... Il y a de la tension, c'est pas du tout un jeu agressif ou violent, etc. Mais il y a vraiment une vraie tension, quoi. Tu te vois les planètes, tu peux avoir 4 planètes qui retournent d'un coup vers toi, et puis les autres vont le reprendre, donc c'est vraiment tendu, et donc il y a de l'émotion, et donc il y a du plaisir, quoi. Playpunk, c'est un jeu par an? Playpunk, ça sera pas un jeu par an, parce qu'on n'a pas de 3e jeu, tout simplement. C'est un jeu quand on a envie, il n'y a pas d'agenda. Ça serait faux de dire qu'on n'a pas d'agenda, on a un line-up. Il va y avoir une extension pour Captain Flip. Oui. On réfléchit, c'est secret, mais on peut vous le dire. Donc on réfléchit à une vraie extension pour Captain Flip, parce que le Kraken n'est pas vraiment une extension, c'est un goodies, mais que tout le monde voulait, donc on l'a vendu. Et donc on réfléchit à une extension, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme elle va... Enfin, ça sera des plateaux, voilà. On réfléchit déjà à des extensions pour Zenith, et on réfléchit à la suite de Captain Flip. Mais à part ça... Suite, ça veut dire un jeu indépendant? Peut-être. C'est compliqué, parce que de nouveau, notre but, et en termes d'histoire ludique, si on regarde les gammes de jeux et des jeux hyper installés. Tu prends Carcassonne, à l'époque, il y a 15 ans, ils faisaient Carcassonne à la plage, Carcassonne au préhistoire, et machin chose, Carcassonne à 2. Et puis ils se sont dit, en fait, on va juste faire Carcassonne. Et depuis, ils en vendent plein. Ils en ont toujours vendu, mais il faut pas mélanger le produit, en fait. C'est compliqué. Et maintenant, tu as des histoires, tu as des exemples différents, hein. Mais globalement, Catan, ils ont fait Catan, et puis ils ont fait Catan dans le futur, ils ont fait Catan Nuremberg, ils ont fait Catan machin, et puis ils ont fait, en fait, maintenant on va faire Catan. Il en vend plein. Donc c'est pas facile de trouver le moment où tu ne fais plus que ta marque principale. C'est sûr que si on fait Captain Flip, la suite, c'est sûr qu'on va en vendre. Mais est-ce que on a vraiment envie d'en vendre un petit peu, et puis que ce produit-là meurt ? Est-ce que ça va vraiment aider les ventes de Captain Flip ? J'ai pas la réponse. On a eu des gros contre-exemples, je pense à Trek 12 par exemple, qui était un beau succès éditorial, le premier volume, puis Trek 12 Amazonie qui s'est planté, quoi. Voilà, et un Trek 12 Legacy aussi, je crois que s'est planté aussi, et où c'est arrivé très vite, quoi. Et je crois que l'éditeur a vu une porte dans laquelle s'engouffrer, et King Domino, tu vois, avec Queen Domino qui sort après, et puis le jeu de dés, ça va trop vite en fait, il faut être...
J'ai l'impression que l'éditeur est trop impatient, en fait. Il faut taper sur le clou. En fait, déjà, des bons jeux, il n'y en a pas tout le temps. C'est pas facile à faire. Quand on a un, assieds-toi dessus et montre aux gens qu'il est bon. Donc, fais du marketing, parle aux boutiques, communique dessus, etc. etc. J'ai une discussion avec Thomas Vermeer, pour ne pas le citer, qui était notre ancien directeur général chez Repos, qui travaille encore pour Repos, etc., qui travaille chez Asmodée, et on parlait de Forocran et de l'As d'Or. Il me dit, mais quel est le but de l'As d'Or? Est-ce que le but, c'est de promouvoir un jeu qui n'a pas encore beaucoup de ventes, comme Forocran, ou de promouvoir un jeu qui a déjà plein de ventes, comme Captain Flip? Je dis plein de ventes, on peut toujours en faire plus. Mais là où j'étais pas d'accord avec lui, c'est que personne ne connaît Captain Flip à l'heure d'aujourd'hui. Personne sur Terre ne connaît Captain Flip. On a vendu 100 000 boîtes, c'est rien. C'est-à-dire que c'est globalement les gamers qui aiment les jeux, les gens qui sont rentrés au bon moment dans la boutique parce que le boutiquier trouvait que c'était chouette et l'a mis en avant et qu'il y a un peu de buzz, mais c'est rien. Oui, dans le milieu, on a l'impression que tout le monde le connaît par cœur, mais en fait non. 3/4 des jeux. Dans l'inconscient collectif et dans la culture pop maintenant, Jungle Speed est apparu, Time's Up apparaît, mais Seven Wonders, tout le monde s'en branle. Hein. Faut pas croire. Enfin, c'est pas encore du tout un truc populaire. Skyjo est populaire maintenant. Et c'est peut-être le jeu le plus populaire depuis Munchkin, à une époque où tout le monde, les mecs rentraient, tous les gens en démo, ils connaissaient tous Munchkin, je sais pas pourquoi, ils tous joué à Munchkin et à rien d'autre. Donc voilà, donc il y a encore du chemin et encore un nombre incalculable de gens qui peuvent jouer à Captain Flip. Et donc, quand on a un beau jeu, il faut taper dessus. Donc, est-ce qu'il faut faire une suite? Une suite, c'est pour nos premiers acheteurs. C'est pas pour Madame Michu que j'ai envie de toucher, en fait. Et tous ces gens qui connaissent pas encore les jeux, qui en ont un chez eux, qui doivent acheter j'espère, un futur classique, quoi. Ok Thomas, on l'a fait, on a balayé 20 ans de carrière, hein, grosso modo, de 2004-2025. Est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ce parcours? Les bons jeux, c'est ça, le boulot d'éditeur, c'est repérer les bons jeux, et tu le disais, faire en sorte que l'expérience soit la plus évidente, la plus fluide, la plus immédiate possible, c'est ça aussi? Une cohérence, j'ai l'impression, une façon de travailler la même, oui. Jamais de jeu expert, en tout cas. Non, même si j'aime bien ça. Oui, c'est ça, tu l'aimes en tant que joueur, mais en tant qu'éditeur, c'est pas quelque chose sur lequel tu auras envie de te pencher. Sachant que maintenant, je n'aime plus les jeux experts d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les jeux d'experts d'aujourd'hui sont un peu ce que je disais par rapport au matériel du Kickstarter, ils sont trop. C'est-à-dire que les mecs en veulent plus, on veut pas plus de gras. Une surenchère. Voilà, une surenchère de mécanismes, une surenchère d'effets spéciaux, une surenchère d'extensions, alors que le jeu de base, on n'a déjà pas assez joué, etc. Donc tout ça, ça me parle plus du tout, parce qu'en fait, j'aime bien l'œuvre bien faite, et elles peuvent être faites de plein de façons différentes, mais j'aime bien que ça soit cohérent, que le plaisir, enfin que l'idée du jeu aille dans le même sens, etc. Et que si c'est un jeu de placement, on ne rajoute pas du deck building, enfin, faut pas tout rajouter, quoi, trop. De l'élégance. De l'élégance, ouais. Et pourtant, j'aime des gros jeux. Si ceux qui connaissent en Wargame, chez GMT, il y a Iraisten, qui est un jeu qui dure 12 heures avec des règles incroyables. C'est compliqué, il y a 70 pages de règles, c'est vraiment une purge à l'explication. Mais tout marche et tout a un sens. Il y a un peu trop gras, et je l'éditerai jamais comme ça. Mais ça fonctionne, quoi. Et ça raconte une histoire incroyable, c'est la guerre de 100 ans, etc. C'est vraiment brillant. Mais là, dans tous ces gros Kickstarter, il y a des choses où je me dis, mais je sais pas qui joue vraiment, qui y prend plaisir, et s'ils ont vraiment joué, quoi. Sachant qu'on a joué un peu à des jeux avant de tourner, tu as cette déformation professionnelle où dès que tu joues à un jeu, tu repères les trucs qui vont pas en termes d'ergonomie, etc. Ouais. Ça aussi, c'est un truc qui devient ancré en toi, en fait, au bout d'un certain temps, et qui change ta perception. Et celle de mes amis, parce que à la longue, ils commencent à être comme moi, ils ont la maladie. Oui, mais tout professionnel, en fait, il faut aiguiser son œil. C'est plus fort que nous, en fait, c'est une maladie, quoi. Mais oui, moi, il y a des choses qui me rendent fou quand je fais un jeu. S'ils ont utilisé le même code couleur pour deux choses, des icônes qui font la même chose, ou bien des icônes différentes pour faire la même chose, je me dis, mais vous êtes fous, quoi, vous êtes fous, faut pas faire ça. C'est un way of life, en fait. Au final, quand on est indépendant, j'avais une amie qui m'a demandé, bah quoi, t'as vendu ta boîte, t'as remonté une boîte, et je dis, bah ouais, en fait, je crois que c'est le seul truc que je sais faire. Je sais faire d'autres trucs. Mais professionnellement, en fait, c'est le seul truc où je me trouve, enfin, j'y prends du plaisir, deux, bah ça a l'air de plutôt bien marcher, donc pourquoi ne pas le faire, en fait. Et il y a cette passion aussi du développement, de dire, on va prendre un jeu, on va le travailler pendant 1 an, 1 an et demi. 1 an, c'est un temps minimum. C'est un temps minimum de développement. Ouais. Et tu disais, il y a en même temps des sorties, enfin des moments clés comme Essen, etc., qui font qu'il faut parfois
arrêter le développement, en tout cas dire tant pis, on y va, on fonce, mais ça c'est pas ton idéal. Toi tu aimes revenir inlassablement. En tout cas, c'est plus mon idéal. C'est durant cette vidéo que je me suis rendu compte que certains jeux qu'on a sortis à Essonne, on s'était mis trop de pression et qu'on aurait dû pas écouter l'économique. Ils s'en foutent de Essonne en fait, et le sortir quand il était prêt. Ici avec Playpunk, on n'a pas de problème de cet ordre-là, mais on a quand même envie de sortir un jeu à Cannes, tu vois. Tant sur Cap Flip que sur Zénith, on était tellement en avance sur le dev que j'ai aucun regret, il n'y a rien que je changerais. Tu vois, donc ça c'est cool. C'est un luxe. C'est un luxe, bien sûr, oui, c'est sûr qu'on n'a pas de difficulté de finance dans la boîte. La boîte, elle est déjà ultra sereine, etc. Mais on est une petite équipe, on a un employé à mi-temps. Donc, parce que les patrons, ils font des jeux, quoi. On n'a pas besoin maintenant de se payer. Mais c'est sûr que c'est un luxe, et ce que je disais tout à l'heure, un éditeur, pour qu'il survive, il faut qu'il ait une vache à lait. Il faut qu'il ait le temps de prendre le temps. Le game design et le développement de jeu, l'édition de jeu, c'est comme toute œuvre créative, quoi. Il faut se donner quand même des deadlines, parce que sinon on fout rien et on fait que des jeux. Mais si on veut trouver un truc qui débloque un machin, ça vient pas. Il y a un temps incompressible. Et parfois ça va prendre 30 secondes, parfois ça va prendre 6 mois. De nouveau, il vaut mieux faire un bon jeu qui se vend que 10 bons jeux qui se vendent pas, quoi. En termes de volume, c'est le même. Faire un mauvais jeu, enfin un jeu qui ne s'est pas vendu, il y a énormément de travail commun avec un jeu qui se vend bien. Maintenant, si j'avais la recette et si je pouvais dire aux gens comment ils doivent faire que des jeux qui se vendent, je le donnerais sans problème. C'est pas si simple, c'est lié aux personnes, c'est là où on est des metteurs en jeu. C'est-à-dire que je suis convaincu que les choix que Antoine et moi on fait, ou les conseils et les discussions qu'on arrive à avoir avec nos auteurs, font que, je l'espère, nos jeux vont avoir des succès plus que le hasard, plus que les probabilités d'un jeu sur 10 c'est un succès ou un truc du genre, quoi. J'espère bien que tous les jeux Playpunk, fort de notre expérience et de notre façon de travailler, plairont à plein de gens et se vendront, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est là où il y a de l'humain dans notre choix, et ça c'est vraiment pas que juste du dessin, quoi. C'est pas juste de la mise en c'est ça qui fait que vous n'avez pas encore de troisième jeu, c'est que vous n'avez pas encore eu le coup de cœur, l'évidence, le Eureka. Eureka. Pourtant on en a quand même lu un nombre incalculable de protos, mais on est difficile. C'est un métier d'orpailleur, de chercheur d'or. Exactement. On se donne rendez-vous dans 20 ans pour rétrospective Playpunk. J'espère, oui. Un tout grand merci. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout ces 2 volumes de rétrospective. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres rétrospectives avec des invités. Il y a plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. Ko-fi.com/rue du jeu si vous voulez soutenir mon travail. Et à bientôt. Jouez bien par chez vous. Merci Thomas. Ciao. Merci. Salut. En bleu canard s'il vous plaît, pour dompter le chaos, comme les anciens Égyptiens et tous leurs petits pots. En bleu canard s'il vous plaît, pour inscrire sur nos murs à large coup de rouleau, devant nous la couleur du foyer.